Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous décryptons un cas d'investissement avec le prisme de l'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés. Et nous recevons ce soir Thibaut Dupavillon, associé et gérant financier chez Clartan Associés. Bonsoir Thibaut. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler du cas Assa Abloy. En ouverture d'émission, j'ai parlé du roi de la serrure pour simplifier un petit peu l'idée. Mais vous allez nous expliquer qui est Assa Abloy. C'est un groupe suédois qui est leader mondial dans son domaine. Oui, exactement. C'est assez extraordinaire comme entreprise. C'est le leader mondial des accès à la fois mécaniques et digitaux. C'est une entreprise qui fonctionne sur un modèle qui est assez résilient, parce que 2 tiers de l'activité, c'est du remplacement, qui voit son mix produit s'améliorer depuis une trentaine d'années, de façon assez continue, qui a une politique d'M&A très habile, et puis qui est extrêmement bien gérée avec des marges élevées. De mon point de vue, c'est vraiment l'entreprise de fonds de portefeuille, comme on disait autrefois, de père de famille, qu'on peut acheter aujourd'hui dans de bonnes conditions à un prix raisonnable. Voilà. C'est la grande qualité de fonds de portefeuille qu'on recherche pour construire un portefeuille et pour assurer un portefeuille. C'est ça, exactement, Thibaut, hein. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font quand vous dites accès digitaux et physique? Moi, je dis serrure, mais je comprends que c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Oui, mais c'est les origines de l'entreprise. Elle a été créée en 1994, ce sont 2 Nordiques qui se sont mariés, un Suédois, Assa, et un Finlandais, Abloy, qui faisaient des serrures et des cadenas. Et ils avaient en tête que, vous l'imaginez bien, que c'est un marché de remplacement et que la clientèle est très fidèle à des marques fortes. Si vous cassez votre clé dans votre serrure en rentrant ce soir, il est assez vraisemblable que vous changez le barillet, mais pas toute la serrure et pas toute la porte blindée, évidemment. Et donc, il y a des positions à qui sont très fortes. Alors, ça, c'est le métier originel. Et puis, ils ont migré vers plus de valeur ajoutée, vers des serrures électromécaniques. Donc, quand vous composez, par exemple, un code sur la serrure, des serrures qui sont digitales, des serrures qui... dans les chambres d'hôtel, vous savez, vous avez parfois vous pouvez éviter de passer par la réception, on vous envoie un token et vous pouvez accéder directement à votre chambre avec votre smartphone. Et puis un autre segment qui est assez important chez eux, c'est toutes les portes assez sophistiquées d'ailleurs qu'on trouve dans les entrepôts logistiques et dans les usines. Donc des portes coupe-feu, des portes automatiques, la porte de votre immeuble, qui n'était pas automatique d'ailleurs. Non, je vous confirme, oui. Ils font ça aussi. Ouais. Et il y a aussi des portes de sécurité anti-incendie. D'accord. Mais, et là, vous décrivez quelque chose. Ces derniers segments de marché, c'est des segments à haute valeur ajoutée, à forte marge pour un groupe comme Assa. Oui, alors c'est ça qui est la beauté de l'histoire, c'est que votre porte blindée, ne paraît pas mal. Rubis est sans doute assez robuste, un peu rustique, je ne sais pas, mais c'est solide. Ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps, comme on dit. Les nouveaux segments ont une durée de vie qui est plus courte et qui demandent plus de services. Et donc, vous pouvez avoir une rentabilité qui s'améliore sur la durée ou au moins qui se maintient. Voilà. Vous disiez c'est un marché, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce marché des accès digitaux et physiques? Parce que c'est un leader mondial et souvent les groupes nordiques ont des positions de leaders mondiaux dans leur domaine, mais c'est un marché qui est encore très fragmenté. Alors c'est un marché qui est important parce que c'est à peu près 100 milliards d'euros de ventes dans le monde. C'est un marché qui est fragmenté mais qui est localement, qui est un peu concentré. Pourquoi? Parce que c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est la taille qui dicte la marge. Et dans ce cadre-là, vous avez quelques acteurs qui sortent un peu du lot. Assa Abloy en fait partie, 12% part de marché mondial. Et vous avez en face, juste après, un Américain, qui est sous pavillon irlandais, mais c'est plus la complaisance. Mais l'activité est américaine. Gion qui fait 4% de part de marché mondial. Ouais. Et un Suisse qui fait 3% de part de marché mondial. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre s'ils veulent croître. C'est un marché qui croît à PIB plus 2-3%, et quand vous avez plus de valeur ajoutée, ça va beaucoup plus vite.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'organisation du groupe. Vous dites, au tournant des années 2000, il y a eu presque une révolution culturelle, opérationnelle au sein du groupe ASSA ABLOY, qui fait tout son intérêt aujourd'hui, j'imagine. Oui, c'est clé, c'est vraiment déterminant. Mais d'ailleurs, je me demande, c'est pas l'organisation n'est pas symptomatique de beaucoup de groupes nordiques. Donc, entre 1994 et 2000, le groupe a acheté des marques à tout va pour asseoir des positions sur la durée. Et tout ça s'est fait au prix d'un endettement assez lourd qu'il a fallu digérer. Donc, révolution culturelle au sens où ils ont changé un peu leur métier. Ils sont devenus plus des assembleurs et des concepteurs. Et ils ont standardisé le plus possible les composants pour les faire fabriquer dans les pays low cost. Parallèlement à cela, ils ont une logique assez lean. Donc, la lean management, c'est surtout le plus possible d'éviter le grain de sable qui fait que les opérations vont être plus longues, plus compliquées. Ils ont une logique d'automatisation. Alors, c'est encore limité, mais parce que ASSA ABLOY, c'est 70 pays dans le monde, 52 000 employés, 180 usines. Ils commencent à robotiser un peu à marche forcée. Ils ont, en 2018, ils avaient 1000 systèmes robotisés, non, 100 systèmes robotisés. Il va y avoir 600 ou 700 aujourd'hui. D'accord. Donc ça va assez vite quand même. Ouais. Et les équipes sont locales parce que les habitudes sont locales aussi. Mais l'objectif est aussi de partager le plus possible d'informations entre les différents marchés pour que la technologie progresse ici et là. Donc il y a beaucoup d'échanges, oui. C'est un groupe qui est un consolidateur naturel de son marché, vous l'expliquiez tout à l'heure, un marché qui est encore très fragmenté. Il mène un rythme d'acquisition assez soutenu, assez intense. Qu'est-ce qu'ils achètent en l'occurrence, Thibault ? Et il y a une acquisition notamment récente, qui date d'il y a une paire d'années, je crois, maintenant, qui, là, leur donne un accès de taille importante au marché américain. Alors, je vais juste revenir sur le business model, parce qu'ils le martèlent depuis quasiment 20 ans. Ils ont un système, leur business model, c'est en gros fournir un top line en croissance de 10% par an, sur la durée d'un cycle, et moitié acquisition, moitié organique. D'accord. Avec une logique, c'est d'étendre le plus possible le portefeuille, d'acquérir de nouvelles géographies, de densifier le maillage géographique et d'avoir un portefeuille le plus large et le plus intelligent possible. Ce qui permet... Attendez, j'ai perdu le fil de mon idée. Non, donc politique d'acquisition, 10% de croissance par an, 5% organique, 5% croissance externe. Oui, ils ont fait 300 acquisitions. Donc ils ont un vrai savoir-faire en matière de fusion-acquisition, d'intégration. Ils sont très forts, ils ont fait 300 depuis la création du groupe, et en fait, il reste beaucoup sur le pied. Et l'acquisition américaine, moi c'est ça qui m'intéressait, Thibault. Alors, juste pour situer un peu les choses, 50% d'activité faite aux États-Unis, 35% en Europe, et le reste ici et là. Ils sont très présents aux États-Unis, comme vous avez compris, mais ils n'étaient pas tellement dans le point de vue du résidentiel. Et il y a un acteur qui était à vendre, c'est HHI, qui leur ajoute 10% de chiffre d'affaires au niveau groupe, donc 20% en tout cas aux États-Unis, et qui est le leader incontesté sur place. D'accord. Il achète dans de pas mauvaises conditions. C'est un peu dilutif sur les marges à court terme. Et donc, il y a deux leviers qui est l'intégration, évidemment, et puis le rebond qui semblerait frémir le résidentiel américain. Dans la dernière conférence call qui a eu lieu pour la publication de résultats pour le T4, il parlait d'un frémissement de secteurs qui repartent, comme les maisons dites monofamilles, par exemple. Ouais. Et puis, de façon plus générale, aux États-Unis, tout ce qui est... ce qu'on appelle institutions, donc c'est-à-dire des universités, des hôpitaux, des établissements publics ou autres, ce qu'on appellerait établissements publics chez nous, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et vous dites, c'est bien un marché de remplacement. C'est-à-dire que leur croissance est liée, j'imagine, peut-être sur le résidentiel aux nouvelles constructions, mais le gros de leur activité, c'est quand même du remplacement. C'est-à-dire que l'immobilier neuf aille bien, très bien, moyennement bien, finalement, c'est pas grave. Leur marché se fait ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, la croissance organique était étale l'année dernière, mais les États-Unis, qui sont censés être en difficulté, on était peut-être à -1 au T4, donc c'est assez solide. Dans les 2 tiers de l'activité, c'est vraiment du remplacement. Donc c'est très solide. Ouais. Bon. Vous avez la grande crise, pour donner
pour aller aux extrêmes, Ouais. la grande crise immobilière de 2008-2009, il y a eu un trou sur le chiffre d'affaires de 12% d'organique. Mais ça correspond en général au moment, comme ce sont des gens qui ont des poches assez profondes et qui sont très bien gérés, où ils peuvent faire leurs emplois de bonnes conditions. Ouais. Je reviens sur le cas d'investissement. Oui. C'est du fonds de portefeuille, c'est de la grande qualité. Est-ce qu'il faut se dire qu'il faut en payer le prix? C'est-à-dire que ça reste forcément toujours un peu cher, ce genre de valeur? Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ça, Thibaut ou Vous dormez tranquille, en fait. C'est quand même assez appréciable. Et les boîtes de très grande qualité, elles sont rarement décotées, elles sont rarement très longtemps. Ouais. Et on a un motto chez Clartan. On préfère acheter des boîtes de très grande qualité à un prix ordinaire que des boîtes, de boîtes ordinaires à un prix extraordinaire. Ouais. Voilà. Charlie Munger? Non, mais oui, bien sûr. C'est c'est le logiciel, effectivement, des grands investisseurs américains, comme l'était Charlie Munger. Merci pour la référence. Oui, je le cite, il était encore là il y a quelques mois à peine, Charlie Munger, associé, partenaire historique, évidemment, de Warren Buffett. Donc, c'est du fonds de portefeuille, on dort dessus. Il n'y a pas beaucoup de rendement, mais il y a cette croissance régulière du résultat qui fait la performance de l'action. C'est une machine à cash, il y a un roadshow de l'ordre de 16%. Donc, c'est une capacité à générer beaucoup de free cash flow qui est utilisé pour se désendetter. Vous voyez, HHI, c'était pas petit comme acquisition. On a un levier dette sur EBITDA à 2,3 à la fin de l'année dernière. Donc, ça se digère assez vite quand même. Ouais. Donc, ils vont repartir pour les acquisitions dans ces bonnes conditions. Assa Abloy, le roi de la serrure, je reprends mon expression, mais le spécialiste, vous l'avez compris, des accès digitaux et physiques. C'est comme ça qu'on dit sur ce marché mondial, effectivement. Et c'est une grande valeur de qualité, une valeur de grande qualité et une valeur de fonds de portefeuille. Merci beaucoup Thibaut. Merci pour votre accueil. D'avoir été avec nous ce soir. Thibaut Dupavillon, associé et gérant chez Clartan Associés. Notre rendez-vous mensuel autour de l'analyse fondamentale. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve lundi, évidemment, avec double émission, vous le savez, chaque lundi à 13h30 en direct et 17h pour la grande édition le soir.